Bonjour à tous, bon retour de vacances, bon début de session à tout le monde. Nous voici à notre première présentation du cours de numérique 2. Nous allons faire un retour sur les compteurs à circuit intégré. Tout d'abord, nous allons avoir deux petites présentations. Celle d'aujourd'hui portera sur les compteurs binaires. Donc, les compteurs binaires vont compter, en fin de compte, à l'aide de 4 bits, de 0 jusqu'à 15. Alors que les compteurs BCD, donc, seront codés de 0 à 9, vont compter de 0 à 9 inclusivement. Nous allons voir aujourd'hui donc les compteurs binaires, soit les puces 74 LS 163 qui seront les puces en exemple aujourd'hui, et nous verrons les compteurs BCD dans la prochaine présentation. Avant de commencer, revenons un peu sur le principe de base d'un compteur. À l'intérieur d'un compteur, on peut dire qu'il y a au final plusieurs bascules JK. Si vous vous rappelez le principe des bascules JK, c'est relativement un composant assez simple mais très utilisé. Eh bien, si j'applique un 1 à la borne J et un 0 à la borne K, au coup d'horloge, ma sortie Q sera égale à l'entrée J. Donc si j'ai un 1 ici, j'aurai un 1 à la sortie Q. Alors qu'à l'inverse, si j'ai un 1 à l'entrée K et un 0 à l'entrée J, au prochain coup d'horloge, ce sera un 0 à la sortie Q et un 1 à la sortie inversée Q bar. Par contre, la particularité de la bascule JK, si j'ai un niveau haut, donc un 1, à l'entrée J et à l'entrée K, comme c'est le cas présentement. Vous voyez que j'ai un niveau haut ici qui est branché aux entrées JK de toutes mes bascules. Eh bien, on va donc entrer en mode bascule, en mode toggle qu'on appelle, et à chaque coup d'horloge, la sortie va tout simplement changer d'état. Ce qui veut dire que, dans le cas présent, si on se dit que c'est un front montant de notre coup d'horloge qui active la bascule JK, eh bien, ça veut dire qu'à chaque front montant, à chaque coup d'horloge qui présente un front montant, ma sortie Q va changer d'état. Si elle débute par exemple à 0, eh bien, au premier front montant, la sortie Q va monter à 1. Au prochain front montant, elle redescendra à 0 et à 1 et à 0 et à 1 et elle va donc basculer comme ça. Ce qui veut dire que on pourrait donc représenter notre sortie, elle va changer d'état à chaque coup d'horloge. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ma sortie ici Q0. Pour activer ma deuxième bascule JK, je vais prendre la sortie inversée, ici, la sortie Q bar, qui va créer mon signal équivalent à un signal d'horloge pour ma deuxième bascule. Donc, ma deuxième bascule, elle aussi, attend un front montant pour faire son toggle et changer d'état. Si j'ai un niveau 0 initialement, ce qui veut dire que j'ai un niveau 1 ici initialement à ma sortie Q bar, au premier coup d'horloge, ma sortie Q bar descendra à 0, donc sur un front descendant, mais à l'autre coup d'horloge, quand ma sortie Q tombera à 0, ma sortie Q bar montera à 1, ce sera un front montant. Et je vais donc activer ma deuxième bascule. On peut donc dire qu'à tous les deux coups d'horloge, je vais donner un coup d'horloge à ma deuxième bascule. Ça va donc me donner une séquence qui ressemble à celle-ci. La première fera bien 0, 1, 0, 1, 0, 1, si je parle toujours de la sortie Q. Et ma deuxième bascule sera donc activée une fois sur deux sur le front montant. Et on va donc voir 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 à ma sortie ici. Par le même principe, je vais encore reprendre la sortie Q bar
de ma deuxième bascule pour l'envoyer dans ma troisième bascule JK, qui va donc, elle aussi, faire son principe de toggle, mais encore une fois sur deux comparé à la bascule précédente. Je vais donc avoir, étant donné qu'elle est activée sur le front montant ici, quelque chose qui va ressembler à 0, 0, 0, 0, et quand mon état va changer ici, 1, 1, 1, 1. Donc, je vois très bien, là, si vous remarquez, l'effet compteur. Ici, j'ai 0, ensuite en binaire, si je lis à partir du côté gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et finalement 7 quand j'ai 1, 1, 1. C'est mon principe de compteur. Soyez sûr de bien comprendre ce principe. Si vous avez besoin, refaites un petit chronogramme pour vous aider à comprendre l'effet que la sortie Q inversée va faire pour créer, en fin de compte, un signal d'horloge qui, à chaque étage de bascule, va compter, on pourrait dire, va changer d'état 2 fois plus lentement. Ce qui me crée un compteur à effet binaire tel qu'on le voit ici. C'était notre résumé du principe. Maintenant, regardons un compteur intégré qui intègre justement 4 bascules JK, ainsi que plusieurs bornes de contrôle des entrées et des sorties. C'est le compteur 74LS163 que nous allons utiliser en laboratoire. Eh bien, tout d'abord, si je regarde ma puce électronique, je vois ces bornes-ci. Je vois, en fin de compte, si je pars d'en haut ici, 4 entrées. Les entrées input 1, 2, 3, 4. Je vois des bornes ici CET, CEP, la borne load, donc borne de chargement, la borne d'horloge, clock, j'ai la borne clear, donc la borne de remise à zéro, et j'ai ici 4 sorties, Q1, Q2, Q3 et Q4. C'est ce qu'on appelle un compteur binaire à modulo 16, ce qui veut dire, si vous vous remémorez, qu'il y a 16 états possibles. Je peux donc passer de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1, qui est 15 en binaire. Donc de 0 à 15 inclusivement, ce qui me fait 16 états possibles. Maintenant, toutes ces bornes que j'ai ici, évidemment, je peux tenter de déduire le fonctionnement, mais vous le savez bien, la bonne méthode quand on arrive avec un composant électronique de ce genre, c'est d'aller voir la fiche technique, de faire un bref survol de la fiche technique pour comprendre comment cela fonctionne. Et c'est ce que nous allons faire à l'instant. Je vais donc ici nous diriger vers notre fiche technique que nous avons aussi disponible sur Léa dans notre onglet laboratoire. Et voilà donc notre fiche technique. Nous allons regarder les informations les plus pertinentes, les plus intéressantes qu'on trouve sur cette fiche technique. On ne va évidemment pas la lire au complet. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pertinent au début? Tout d'abord, on peut regarder ici. On voit bien que notre puce, la 74LS163, est bien un compteur, ce qu'on appelle fully synchronous, donc entièrement synchrone. Ce qui veut dire qu'il va toujours être synchronisé avec un signal d'horloge. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme caractéristique intéressante qu'on a juste en haut ici? Un carry output qui nous permet en fin de compte de mettre plusieurs compteurs en cascade. Donc on va voir un peu plus tard comment est-ce qu'on peut mettre des compteurs en cascade, un à la suite de l'autre, même si vous connaissez probablement déjà ce principe. Nous avons un compteur qui est synchrone, donc l'effet de compter 0, 1, 2, 3, 4 va être synchronisé avec le signal d'horloge. On a notre programmation qui est synchrone aussi, ce qui veut dire que nos lignes de load, on a des load control lines,
qui nous permet, en fin de compte, d'injecter, de programmer une valeur, va se faire lui aussi de façon synchrone. Si je regarde de l'autre côté, on voit physiquement de quoi la puce est supposée avoir l'air avec ses 16 pattes, ses 16 bornes. Je rappelle avec l'encoche en haut, la borne du côté gauche est toujours la 1, donc de 1 à 8, et ensuite de 9 à 16. On a ici nos différentes bornes. Si on va un petit peu dans notre description, donc on va lire un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Donc, c'est des compteurs synchrones qu'on peut, en fin de compte, avoir l'option preset. Donc, on peut loader, on peut injecter, des valeurs à partir des lignes de chargement. Ensuite de ça, on sait que la 163, c'est un compteur binaire de 4 bits. Donc, la 163, compteur binaire de 4 bits. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi d'intéressant? On voit ici en bas, dernière ligne ici, qu'un input d'horloge va activer mes 4 bascules JK sur un rising edge, donc sur un front montant. C'est donc un front montant, dans le cas de cette puce-là, qui est le signal de synchronisation. C'est un front montant sur mon signal d'horloge qui synchronise, en fin de compte, cette puce. Si je continue ma lecture, on sait que c'est des compteurs qui sont entièrement programmables, comme on a vu précédemment, que les sorties peuvent être preset au niveau qu'on le désire. Donc, on peut les mettre volontairement à un certain niveau. Le preset est synchrone, d'après ce qu'on lit ici, et on doit mettre un niveau bas, donc un 0, un niveau bas, à mon entrée load. Quand je vais faire cela, ça va arrêter le compteur et ça va faire que mes sorties seront équivalents à mes entrées load, mais seulement au prochain coup d'horloge. Ce qui veut dire que, encore une fois, c'est un load qui sera synchrone. Il va attendre le prochain coup d'horloge avant de prendre les 4 entrées et de les envoyer aux 4 sorties. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On avait un load, mais on avait probablement aussi un clear. Donc, on parle du clear justement ici. La fonction clear du 163 est synchrone, elle aussi, sur un niveau bas. Donc, sur un niveau bas, ça va mettre les 4 sorties à 0. Donc, mes 4 bascules JK seront à 0. Ma sortie complète de mon compteur sera bien 0000. Mais seulement lorsqu'il y aura un coup d'horloge. Donc, encore une fois, c'est synchrone. Continuons au prochain paragraphe. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ici? On nous parle ici de notre mise en cascade. Donc, on va le revoir un petit peu plus tard. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Notre mise en cascade, il y a une sortie qui est la sortie RCO, Ripple Carry Output, qui va en fin de compte permettre d'activer un deuxième compteur. On va voir ça plus tard. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chaque compteur a 2 entrées d'activation, donc des Count Enable Input. L'entrée Enable T et l'entrée Enable P. Les deux doivent être à un niveau haut pour pouvoir procéder au comptage. Donc, c'est important de se rappeler qu'on a 2 entrées d'activation. Enable T, Enable P. Mis à part ces informations, on a pas mal fait le tour des choses les plus pertinentes. Par contre, pour bien comprendre le fonctionnement, c'est toujours le fun d'aller voir graphiquement de quoi peut avoir l'air une séquence de comptage. Et c'est pour ça que je vais aller ici un peu plus loin à la page 11 de notre fiche technique.
pour aller voir ce diagramme, si on pourrait dire ce chronogramme, ce diagramme de temps, qui m'explique comment fonctionne globalement ma puce 163. Donc, si je regarde ici ce diagramme, qu'est-ce qu'il y a de présenté? J'ai chacune des bornes. Donc, j'ai la borne Clear, la borne Load, j'ai toutes les entrées ABCD, donc de data, les entrées Load. J'ai mon signal d'horloge ici, Clock. J'ai mes deux Enable, donc j'ai le Enable P et Enable T. Ce qui veut dire, en passant, je vous l'expliquerai tantôt, Enable parallèle et Enable Trickle. Mais dans notre cas présent, les deux Enable doivent être activés pour que le compteur fonctionne. Et j'ai mes sorties, QA jusqu'à QD, qui devraient compter de 0 jusqu'à 15 en binaire si tout va bien. Et j'ai une dernière sortie, ma sortie RCO, donc Ripple Carry Output, qui va nous permettre la mise en cascade de plusieurs puces, une à la suite de l'autre. Donc allons-y, une étape à la fois. Commençons par le Clear. Comment mon Clear fonctionne? Je vais commencer par lire ici la petite ligne qui me rappelle que le Clear sur la puce 161 est asynchrone, mais sur la puce 163, qui est notre puce à nous, le Clear est synchrone. Donc, je me rappelle que c'est un Clear synchrone, et je vois ici Clear avec une barre en haut. Je me rappelle que le Clear est actif sur un niveau bas. Donc, c'est uniquement sur le niveau bas ici que mon Clear est actif. Tout le temps qui est au niveau haut, mon Clear est inactif. Bon, quand je mets ma borne Clear à 0, est-ce que ça clear mes sorties immédiatement? Eh bien, je regarde ici. Au moment initial où je mets mon Clear à 0, j'ai ici, moi je suis l'option Clear synchrone et non l'option Clear asynchrone, c'est pour la puce 161. Eh bien, pour l'instant, je ne me remets pas mes sorties à 0. J'attends quelque chose. Même si la borne Clear est à 0, j'attends quelque chose. Qu'est-ce que j'attends? Eh bien, vous voyez ici, j'attends en effet mon signal d'horloge, mon front ici montant d'horloge. C'est mon front montant d'horloge qui va activer mon Clear. Lorsque le Clear est actif et que j'ai un front montant, alors à ce moment-là, je vais mettre toutes mes sorties à 0 comme on voit ici. Mes sorties retombent toutes à 0, QA, B, C, D. J'ai 0, 0, 0, 0 à mes sorties. Donc le Clear, actif sur un 0, mais synchrone avec un front montant d'horloge. C'est mes informations pour mon Clear, ça devrait être suffisant pour tout comprendre son fonctionnement. Le Load maintenant. Le Load fonctionnait à peu près du même principe. Il était actif sur un niveau bas et il était lui aussi synchrone. Donc, actif sur un niveau bas, est-ce que dès que mon load est à un niveau bas, je vais loader une valeur? Eh bien non, je dois attendre encore une fois le front montant. Et c'est uniquement donc au front montant, ici, que je vais faire le load ou le preset, comme il est mentionné dans la fiche technique ici. Lors du front montant, si mon load est à 0, je vais prendre les 4 entrées. En ce moment, j'ai 0, 0, 1, 1, qui est l'équivalent binaire de 12. 0, 0, 1, 1. Et je vais les mettre dans mes sorties. Et je vois ici que mes sorties 0, 0, 1, 1 tombent à 12. Évidemment, là, je le lis en partant du moins significatif, le QA. Jusqu'au plus significatif, le QD. 0, 0, 1, 1. J'ai donc fait un load lorsque le load est à 0 et que j'ai un front montant sur mon horloge. J'ai maintenant compris donc le clear et le load. Mes bornes ici de data input, eh bien vous les avez vues. Lorsque j'active la fonction load, ce sera l'état de mes ABCD
qui deviendra mes sorties Q, A, B, C, D. En ce moment, dans notre exemple, c'est la valeur 12 que j'ai décidé de loader. Et donc, mes sorties sont maintenant à 12. Ensuite, si je regarde ici mon signal d'horloge, je le sais que mon signal d'horloge devrait activer mon compteur. Et mon compteur devrait compter 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, à tous les fronts montants. Mais ça prend une autre condition. Mes deux Enable doivent être à un niveau haut. Mes deux Enable, je parle de la borne Enable T et Enable P. Vous remarquez ici que tant que ces deux bornes sont à un niveau bas, mon compteur ne compte pas. Il va rester à l'état actuel. Ici, vous voyez, j'ai un front montant ici, mais mes Enable n'étaient pas activés. Le prochain front montant qui est présent ici, là, mes deux Enable sont activés. Vous voyez, Enable P est à un niveau haut, Enable T est aussi à un niveau haut. C'est à partir de ce front montant-là que je vais commencer à compter. Et là, vous voyez que mon compteur va maintenant compter à chaque impulsion d'horloge de front montant. Vous voyez un front montant ici, un front montant ici, un front montant ici, et ainsi de suite. À tous les fronts montants, je vais changer d'état. Vous voyez ici, j'avais 12. Prochain front montant, 13. Prochain front montant ici, 14. Prochain front montant, 15. 1, 1, 1, 1. Et prochain front montant, je retombe à 0. 0, 0, 0, 0. Prochain front montant, 1. Et ensuite 2. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que tant que mes deux bornes Enable sont activées, à tous les fronts montants, je vais augmenter de 1. Dès que une des deux bornes Enable P ou Enable T, vous voyez ici, descend à un niveau bas, eh bien, j'arrête de compter. Ici, il n'y a plus rien qui bouge, j'arrête de compter. Donc, prenez le temps de bien analyser ce diagramme, soyez sûr de bien le comprendre, de bien voir les sorties ici qui comptent tranquillement, 12, 13, 14, 15, et on retombe à 0, 1, 2, et on remonte jusqu'à 15, parce qu'on est un modulo 16, il y a donc 16 états possibles, entre 0 et 15 inclusivement. Il nous reste une dernière sortie qu'on va regarder ici, ma sortie RCO. C'est celle qui est supposée nous permettre de mettre en cascade plusieurs compteurs, un à la suite de l'autre. Donc, en fin de compte, si je n'ai pas assez de 4 bits et que je veux compter encore plus loin, donc de 0 à 15, mais j'aimerais bien compter plus loin encore, je dois ajouter un autre compteur en cascade. Et ce compteur-là sera contrôlé par la sortie RCO. La sortie RCO sert tout simplement à signifier le moment où mon premier compteur est rendu à son maximum. Mon compteur compte de 0 à 15. Quand il est à 15, il est à son maximum. Donc, je vois ici sur ma sortie RCO, elle est toujours éteinte, elle est toujours à 0, sauf quand je suis rendu à 15. Pour tout le temps où mon compteur est à son état maximum, je vais avoir la sortie RCO active à 1. Ce qui me permet d'activer un deuxième compteur. Je lui dis, je suis arrivé à mon maximum, j'ai fait un tour complet sur moi-même, à ton tour d'augmenter de 1. Je vais faire un autre tour sur moi-même, tu augmenteras de 2. Un autre tour sur moi-même de 0 à 15, tu augmenteras de 3. Donc, c'est ainsi de suite qu'on va pouvoir mettre les compteurs en cascade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur cette fiche technique? On va faire un tout petit tour très rapide sur les valeurs d'opération.
Donc, je vais juste en présenter quelques-unes parce que c'est intéressant de quand même voir à quoi on a affaire. VCC pour la 74 LS. Bien, déjà, c'est assez intéressant de voir qu'on peut mettre entre 4,75 et 5,25 volts. Normalement, on voudrait mettre 5 volts. Donc, c'est une puce qui est quand même assez demandante. On ne peut pas mettre 3 volts ou 8, 9, 10 volts. C'est assez précis. Donc, on doit vraiment avoir un 5 volts assez précis. Autre chose qui est intéressant, c'est mon courant de sortie. Regardez le courant de sortie de ce genre de puce-là. Sur un niveau haut, je peux donner environ 400 microampères. Sur un niveau bas, je pourrais donner 8 milliampères. Le courant est meilleur sur un niveau bas, typiquement, avec ce genre de composant. Mais quand même, 8 milliampères, c'est minuscule. C'est vraiment presque rien. C'est à peine allumer une LED. C'est le minimum pour activer un autre circuit. Mais jamais on va être capable de faire tourner un moteur ou activer un relais ou quelque chose de plus puissant avec une sortie de 8 milliampères ou de quelques centaines de microampères. Donc, le courant est minuscule à la sortie de ces circuits-là. Essayez pas d'activer quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ah ben, ici, ça peut être le fun de voir, c'est quoi un niveau haut? Ben, c'est n'importe quoi qui est en haut de 2 volts. C'est quoi un niveau bas? Ben, c'est n'importe quoi qui est en bas de 0,8 volts. Ça nous donne déjà une bonne idée de comment fonctionne ce circuit. Donc déjà, sans rentrer dans les détails, on a sorti les informations les plus importantes de notre fiche technique. Nous allons nous faire un petit résumé de ce qu'on vient de voir dans la fiche technique. Donc, si je reprends notre puce avec les bornes qu'on a vues initialement, maintenant on a une meilleure idée de comment ces bornes fonctionnent. Tout d'abord ici, j'ai le CET, Count Enable T pour Trickle, Count Enable P, parallèle. Dans les deux cas, ce sont deux bornes d'activation, de validation qui doivent être à 1. Pour que mon compteur compte, ces deux bornes doivent être à 1, à un niveau haut. Ensuite, j'ai ma borne Load ici. Donc, ma borne Load qui est active à 0, c'est une borne, on voit ici avec le rond à l'entrée. Donc, c'est une borne qui est active sur un niveau bas. Et c'est une borne qui est synchrone. Donc, elle est synchrone avec le coup d'horloge. Elle sera active sur le front montant de l'horloge, mais avec un niveau bas. Même chose pour ma borne Clear. Elle sera active avec un niveau bas, elle aussi, mais sera synchrone. Donc, en fin de compte, sur le front montant de mon horloge, si le niveau est à 0 de ma borne Clear, je vais effacer mes sorties. J'ai ensuite ici ma borne horloge elle-même, ma borne Clock. C'est le compteur. Le compteur est actif sur un front montant, on se rappelle, tout ce qui va être activé synchrone sur ce compteur et sur un front montant. Mes sorties, j'ai 4 sorties de mon compteur binaire ici, Q1 à Q4, qu'on pourrait les mettre sur des LED, donc sur la LED 0 jusqu'à la LED 3 par exemple, qui vont compter tout simplement de 0 à 15. Donc 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1, qui représente 15. J'ai 4 entrées, donc je vois mes 4 entrées qui sont en haut ici. Si j'active un load, mes entrées iront à mes sorties. Donc si j'écris tout simplement 0101 et que je fais load, je vais avoir les sorties 0101 lorsque je fais un load et qu'il y a un coup d'horloge. Et je vous rappelle la sortie RCO, une sortie, pas de S ici, qui est pour permettre de mettre les compteurs en cascade. Donc, c'est une sortie qui est, lorsqu'elle est active, il y aura un niveau 1 qui permettra d'activer le deuxième compteur. La borne RCO n'est pas représentée ici, mais on va la voir dans le prochain schéma. Donc, c'est notre petit résumé des bornes de notre compteur binaire.
Si on veut que tout fonctionne le plus simplement du monde, façon de parler, on va prendre une tension de niveau haut, ce qui veut dire par exemple un 5 volts DC, et je vais le brancher à mes 4 bornes présentes, soit les 2 bornes de Enable, ma borne Load et ma borne Clear. Je rappelle que le Load et le Clear ont besoin d'un niveau bas, donc si je les mets toujours à 5 volts, ils seront toujours inactifs. Et mes Enable, quant à eux, ont besoin d'un niveau haut, donc si je les mets à 5 volts, ils seront toujours actifs. Dans le cas présent, mon compteur va tout simplement compter de la façon la plus simple, on pourrait dire, sans arrêt. Parlons rapidement de la mise en cascade. Donc, la mise en cascade, c'est lorsqu'on veut, en fin de compte, c'est quoi mon objectif? C'est d'être capable d'utiliser un deuxième circuit 74 LS163 dans le but de continuer à compter lorsque je dépasse 15. Lorsque j'arrive à 15, ma sortie RCO va monter à 1. Donc, quand je suis arrivé à mon maximum, je signifie, à l'aide de ma sortie RCO, que j'arrive à mon maximum, j'aurai besoin d'aide, en fin de compte, de mon prochain compagnon, du compteur qui est en cascade avec moi. Le deuxième compteur devrait s'activer une fois, et le premier compteur peut ensuite recommencer à compter de 0 jusqu'à 15, avant d'activer le deuxième compteur une deuxième fois, et ainsi de suite. On peut continuer la cascade aussi longtemps que nécessaire, activer un troisième, un quatrième, un cinquième compteur, tant qu'il est nécessaire de, on pourrait dire, compter de plus en plus haut. Regardons tout de suite le schéma que nous allons pratiquer en laboratoire lors de la semaine 1. C'est donc le schéma, le montage que vous devriez faire pour notre premier laboratoire. Un compteur qui utilise 2 puces 74 LS163 mises en cascade. Si on regarde ce montage, qui est un montage relativement simple, eh bien, vous devriez voir assez facilement mon principe. En haut ici, j'ai mes bornes de sortie. J'ai 6 bornes de sortie. J'avais peut-être besoin de compter tout simplement avec 6 caractères binaires. Par la suite, ici, mon premier compteur, donc le compteur ici qui est, façon de parler, toujours activé. Vous voyez mes bornes ENT et ENP. Je les contrôle par en bas ici et je vais les mettre logiquement à un niveau 1 pour les rendre actives. Même chose pour ma borne Load, je vais la mettre à 1 pour la désactiver. Même chose pour ma borne Clear, elle sera logiquement à 1 pour être elle aussi désactivée. Quand je vais recevoir mon premier coup d'horloge va entrer dans ma première puce ici, qui est à ma droite, et va permettre de compter. Tout simplement parce que mes deux entrées mes deux Enable sont activées. Donc, je vais compter 0, 1, 2, 3, 4 ici, et mes 4 sorties vont changer d'état. Est-ce que mon deuxième compteur va pouvoir compter? Lui aussi reçoit le coup d'horloge. Par contre, si vous regardez les ENP et les ENT, ces bornes d'activation, ces deux bornes sont branchées sur la sortie RCO. La sortie RCO est toujours à 0 tant que mon compteur n'arrive pas à sa valeur maximale. Ce qui veut dire que quand le premier compteur compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien mon Enable du deuxième compteur n'est pas activé. C'est un 0 qui est présent ici. Mon deuxième compteur peut bien recevoir des coups d'horloge, il ne comptera pas. Quand le premier compteur arrive à 15, donc enfin, quand il arrive à 15, 1, 1, 1, 1, mes 4 bornes sont à 1, eh bien, à ce moment-là, mon RCO va être à niveau haut et va activer le Enable du deuxième compteur. Au prochain coup d'horloge, le deuxième compteur va pouvoir compter
un seul coup. Ce qui veut dire que on va voir ici un 1 apparaître au moment où toutes mes sorties vont retomber à 0 de l'autre côté. Et c'est normal, on compte en binaire, je vais avoir 1, 1, 1, 1, et l'autre d'après, ça va être un 1 ici et toutes des 0 de ce côté-là. Et je vais continuer ainsi, je vais compter jusqu'à 15, et lorsque je vais atteindre 15, l'autre compteur va compter et va être rendu à 2. Je vais recompter 15 fois, et l'autre compteur va être rendu à 3, et ainsi de suite. Donc, j'utilise ma sortie RCO seulement lorsque ma valeur est à son maximum pour enable le deuxième compteur une seule fois, à chaque cycle de 16. Et c'est donc notre montage de laboratoire de cette semaine. Si on va voir un autre exemple un peu différent, je vais retourner dans notre fiche technique. Donc, retournons dans notre fiche technique ici et allons faire un petit tour à la page 21. Regardez qu'est-ce que j'ai ici. J'ai une application qu'on pourrait dire typique de notre circuit. Donc, un compteur synchrone avec n nombre de bits, donc je peux avoir autant d'étages que je veux. Vous voyez ici, ça nous dit même vers des étages plus significatifs. Donc, il n'y a pas de limite, je pourrais continuer à ajouter des étages à ce montage-là. Le montage est un petit peu différent de celui de laboratoire, mais vous devriez comprendre le principe quand même du premier coup. Cette fois-ci, par contre, on fait la distinction entre les bornes ENP et ENT. Et vous allez voir la raison pourquoi on les appelle ENP pour Enable Parallèle. Eh bien, regardez, dans ce montage-là, tous les ENP sont branchés en parallèle ensemble sur une borne ici qui me permet de disable ou de enable le compteur. Donc, toutes les bornes en parallèle sont branchées ensemble. Je les active tout en même temps ou aucune en même temps. Et c'est uniquement la borne ENT, donc ici, Enable Trickle, qui on pourrait signifier goutte à goutte en français. Donc, un Enable qui va goutte à goutte. À toutes les fois que je compte jusqu'à 15, j'active une fois la deuxième bascule, le deuxième compteur. Et quand le premier a compté 15 fois jusqu'à 15 et que le deuxième a compté jusqu'à 15, donc il va activer une fois le troisième jusqu'à ce que celui-ci compte lui aussi jusqu'à 15 pour activer une fois le quatrième et ainsi de suite. Donc vous voyez évidemment qu'à chaque fois, ça devient de plus en plus lent, on pourrait dire, étant donné que les bits sont de plus en plus significatifs. Et voilà pour le petit exemple de notre fiche technique, qui est un montage tout à fait semblable, mais juste un peu différent en utilisant le ENP et le ENT un peu différemment. Retournons à notre présentation. Donc, maintenant, on va parler d'une petite particularité pour nos bornes Clear et Load. On pourrait, et vous allez voir dans le laboratoire, c'est ce qu'on va faire, vouloir arrêter nos compteurs à une certaine valeur. À partir d'une certaine valeur, par exemple, on voudrait que notre compteur revienne à 0. Dans le cas présent, je voudrais que, après la valeur 13 inclusivement, je retombe à 0. Donc, je ne verrai pas la valeur 14 passer, mais je veux voir la valeur 13 passer. Eh bien, justement, je vais utiliser, en fin de compte, ici, une porte, tout simplement, une porte logique, dans le but de détecter une certaine valeur. En ce moment, je vais détecter la valeur 13. Vous voyez ici, notre valeur ici, qui est tout simplement 8 plus 4 plus 1, donc la valeur 13. Lorsque j'atteins la valeur 13, je vais avoir 1, 1, 1 ici. C'est la seule condition quand j'ai 1 et 1 et 1
que ma sortie soit à 1 inversé par mon inverseur à 0. Donc, c'est la seule et unique condition pour que je puisse avoir un niveau 0 à ma borne clear, c'est d'avoir la valeur 13 d'inscrite ici à mes 3 bornes. Donc, 1, 1, 1 ici. Par contre, ce n'est pas immédiatement au moment où j'ai ma valeur 13 que mon clear va s'activer. Si c'était le cas, je ne verrais pas ma valeur 13. Du moment que je vois ma valeur 13, le clear s'activerait et je retomberais à 0. Comme nous avons une puce avec un clear qu'on appelle synchrone sur un niveau bas, eh bien, il va attendre l'impulsion d'horloge avant de faire son clear. Donc, même si je vois le chiffre 13 et que je mets un niveau bas à mon clear, c'est seulement à la prochaine impulsion d'horloge, donc à la fin, à l'impulsion qui ferait transformer mon chiffre 13 en 14, que je vais procéder à mon clear. Je vais donc voir la valeur 13 et faire mon clear au début de la valeur 14. Je ne verrai pas le 14, ça va retomber à 0. Je vais donc compter de 0 à 13 inclusivement. Exactement du même principe, mon load. Vous voyez ici, j'ai ma borne load au lieu de ma borne clear, mais c'est encore la valeur 13 que je détecte. Eh bien, c'est encore le même principe. Lorsque le 13 va arriver, ce n'est pas pour ça que le load va se faire immédiatement. Je vais attendre d'avoir un front montant de mon horloge pour activer mon option load. Et c'est seulement au front montant que mes entrées que je vois présentes ici vont aller à mes sorties. Donc, je vais avoir la valeur ici 9, non, excusez-moi, la valeur 6 ici, donc 1 et 1, et 0, 0 ici, que je vais envoyer à ma sortie. C'est notre première présentation, donc sur les compteurs binaires. Ça vous permet maintenant de faire la première section des exercices qui sont disponibles sur Léa. Ça me permet de vous souhaiter à tous une excellente rentrée. Et je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil. Je voulais, dans ce cahier d'exercices, vous montrer la section. Donc la première section ici, les exercices numéro 1 sur les compteurs que vous pouvez déjà faire sans problème. Je voulais juste mentionner ici quelle borne devez-vous connecter. Je vous laisse le regarder, mais pourquoi est-ce problématique d'avoir des entrées flottantes? Donc je vais être sûr que cette information soit passée. En fin de compte, rappelez-vous, peut-être que vous connaissez ce concept, lorsqu'une entrée n'est ni branchée à 0 V ou ni à 5 V, eh bien, c'est ce qu'on appelle une entrée flottante. Ce n'est ni 0 ni 5. C'est une tension qui est, en fin de compte, un peu aléatoire. Ça peut dépendre de bien des choses, de l'état actuel des transistors, ça peut dépendre de la statique, ça peut dépendre de beaucoup de phénomènes. C'est donc quelque chose qui devient aléatoire. On ne peut pas prévoir une entrée flottante si le circuit va la compter comme un 0 ou comme un 1. Ça va donc amener beaucoup de problèmes. C'est crucial de brancher toutes nos bornes. Peu importe les bornes, on ne doit pas les laisser flottantes. Donc on doit les brancher soit à 0 ou soit à 5 V, mais assurez-vous de ne pas laisser d'entrée flottante. Quand on parle ici des bornes qui permettent de fixer la valeur de réinitialisation, eh bien, la façon que je le lis pour ma part, si je fixe une valeur, c'est parce que je fais l'option load, à mon avis. Parce que si on pense à l'option clear, eh bien, ça va tout simplement remettre toutes les valeurs à 0. Si je veux fixer une valeur, eh bien, c'est parce que je vais utiliser probablement l'option load. Donc, il y aura des bornes sur lesquelles je vais fixer une valeur et une borne qui va me permettre d'activer cette option-là. Et d'activer la mise, en fin de compte, la mise de mes entrées parallèles vers mes sorties.
Je vous laisse regarder quelle borne pourrait être utilisée pour arrêter le compteur. Donc, arrêter le compteur, selon moi, c'est arrêter la validation du compteur. Le compteur arrête de compter et attend une prochaine commande. Et on a un petit circuit en bas qui permet, je vous laisse créer un compteur qui passera de 6 à 13, inclusivement. Donc, je veux voir la valeur 13. Quand la valeur 13 est passée, avant de voir la valeur 14, je veux faire logiquement ici un load pour réinjecter la valeur 6 dans mon compteur. Donc, je veux voir de 6 à 13 inclusivement. C'est ce que nous avons pour cette semaine. Encore une fois, je vous souhaite une bonne rentrée. Bien hâte de vous voir en laboratoire pour le temps que nous aurons ensemble cette session ici. Au revoir à tous et à bientôt.